Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. On se retrouve dans cette deuxième partie de la mini-série consacrée aux aspects juridiques du podcast avec Violaine Schmitt, avocate et créatrice du podcast Plus tard, je serai. Est-ce que je dois faire signer une cession de droit d'auteur à mon invité ? Et de droit à l'image ? Quelles sont les photos que je peux utiliser pour illustrer mon épisode ? Et comment utiliser l'intelligence artificielle Coucou Midjourney ? Allez, je ne vous fais pas plus patienter, à vous les studios. Alors, on va aller sur un sujet qui est, lorsqu'on fait un podcast, on a souvent les invités. On a souvent le format interview. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que je dois faire signer un contrat de cession de droit d'auteur à mes invités ? Oui, dans un monde idéal, oui. Enfin, c'est même pas dans un monde idéal, c'est si tu veux pouvoir utiliser sans problème ton interview et qu'on ne demande pas de la supprimer au bout de 3, 4, 5 ans, oui, il faut une cession de droit. Faut aussi une cession de droit. Alors, dans un podcast, il faut une cession de la voix, des propos qui sont tenus. Si tu illustres ton podcast avec une photo, il faut aussi une cession de droit à l'image. Alors, c'est toujours un peu délicat de demander à un invité de signer une cession de droit. Parce que déjà, en général, ils rendent service, ils tirent pas de revenus ou quoi que ce soit de l'interview qu'on fait. Et donc, c'est toujours un peu délicat de dire bon, bah voilà, on a prévu l'interview, ça se fera à telle date, ça prendra tant de temps. Ah, et en plus, si vous pouviez me renvoyer ce document signé, ce serait sympa. C'est toujours un peu délicat. À titre personnel, moi, je le fais pas. C'est-à-dire que je m'expose au risque que dans, je sais pas, même demain ou dans 5, 10 ans, il y a une de mes invitées qui me dise je veux plus que mes propos soient reproduits dans le podcast. Je voudrais que tu le supprimes. Je devrais le supprimer. J'ai pas d'autre choix que de le supprimer. Après, quand tu fais une cession de droit, tu as le droit donc de maintenir ton épisode, même si on te demande de le supprimer. Mais il y a aussi l'aspect psychologique et un peu réputationnel. Est-ce que je veux maintenir quand même une interview dont la personne ne veut pas qu'elle soit en ligne ? Là, c'est vraiment un aspect psychologique et de ligne éditoriale qui est propre à chacun, donc il n'y a pas de règle. Mais oui, il faut faire signer une cession de droit normalement si on veut pouvoir utiliser son interview. Alors après, la cession de droit, faut que ce soit très spécifique, c'est-à-dire que si c'est un papier qui dit je cède mes droits pour le podcast, je peux pas, j'ai podcast, ça marche pas. C'est pas assez spécifique comme session. Les sessions doivent être très spécifiques. Il faut dire pour combien de temps c'est cédé. Ça peut pas être cédé à vie, c'est impossible. Enfin, c'est impossible, c'est interdit. Il faut encadrer les utilisations. Il faut dire pourquoi, pour quelles utilisations se fera l'interview. Est-ce que ce sera juste pour le podcast ? Est-ce que ce sera pour être aussi repris dans une newsletter ? Est-ce que ce sera pour être réutilisé dans un autre format ? Faut lister les formats. Est-ce que c'est juste de l'audio ? Est-ce que c'est de l'audio, de la vidéo ? Est-ce que ça va être du écrit ? Faut dire aussi, par exemple, si on veut utiliser des extraits sur les réseaux sociaux, faut le mettre. Faut préciser aussi si on fait une utilisation commerciale ou pas de l'interview. Donc typiquement, si le podcast est sponsorisé et monétisé ou pas. D'accord, donc tout ça en amont. Mais si par exemple on lance un podcast, on le monétise pas encore et ça vient dans 6 mois, c'est-à-dire qu'on recontacte toutes nos invités pour dire le podcast va être monétisé, donc j'ai besoin que vous me cessiez les droits sur cette partie-là.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en général, la session de droit, quand tu la fais, tu listes un maximum d'usages et de supports possibles pour que tu aies pas à revenir après vers la personne. Et donc, en général, les sessions de droit, tu vois, c'est vraiment des paragraphes énormes de ce que tu cèdes, justement pour anticiper toutes les utilisations futures que tu veux en faire. Donc ça te protège, mais l'inconvénient de l'autre côté, c'est que la personne, quand elle va voir ça, quand elle va voir qu'elle cède ses droits pour absolument tout, ça va peut-être lui faire un peu peur. Donc il y a un juste milieu en général à trouver entre ce que toi, tu veux obtenir comme droit et de ce que tu anticipes de faire de l'interview et de ce que la personne accepte de donner et surtout l'aspect psychologique de la session de droit que ça peut avoir pour elle. D'accord. Du coup, toi, tu as un format, on pourra mettre un exemple de contrat. On le mettra dans. Encore une fois, moi, je l'utilise pas, mais enfin, je fais pas de session de droit, mais c'est un vrai choix et je sais que je m'expose à un risque juridique par rapport à ça. D'accord. Et pardon, c'est pas que pour les invités, les sessions de droit aussi, dans l'idéal, si vous faites des micro-trottoirs ou des choses comme ça, normalement, il vous faut aussi une session de droit, sinon, n'importe qui, les personnes interviewées peuvent vous demander de supprimer l'épisode, voire de vous demander des dommages et intérêts s'ils estiment que la diffusion de leur voix sans leur autorisation leur a causé un préjudice. Mais du coup, en micro-trottoir, tu te balades pas avec ton contrat, c'est-à-dire, tu fais comment ? Si, normalement si. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des agences événementielles et qui font des pop-up dans les rues avec des captations vidéo, etc. Et à chaque fois que quelqu'un vient pour participer à un événement, à une animation, avant de participer et quand c'est filmé, on leur demande de signer une session de droit, ils mettent leur nom et comme ça, ils sont protégés. Donc, quand tu fais un micro-trottoir, t'es censé, normalement, si tu veux te protéger, et surtout pour éviter les demandes après un peu opportunistes de dommages et intérêts, tu dois te trimballer avec ta liste de modèles de cession de droit à remplir sur place. Tout s'il y a des mineurs. Ah, ça c'est intéressant sur Nouvelles Héroïnes. Parce qu'en plus, les mineurs, c'est pas les mineurs qui te cèdent leurs droits, c'est les parents qui doivent signer le contrat. Ouais, intéressant. Comment éviter du coup les risques de diffamation quand tu as un podcast qui sur une personnalité publique par exemple et qui tombe sur ton podcast et qui se dit mais elle m'a jamais demandé l'autorisation de raconter mon histoire. Comment tu fais ? Alors, la diffamation, c'est différent de l'autorisation qui, là, est liée au droit d'auteur. La diffamation, en fait, c'est une infraction qui est prévue par la loi du 29 juillet 1881. Je vous donne la date de la loi parce que ça a un impact. C'est une loi qui est assez ancienne, 1881. Et je vous le dis parce que on se retrouve des fois avec cette loi ancienne que les juges doivent appliquer à des cas de réseaux sociaux ou de nouvelles formes de communication qui n'existaient pas du tout, évidemment, au 19e. Donc des fois, il y a des petits problèmes d'adaptation de cette loi et malgré tout, c'est elle qui s'applique au cas de la diffamation. Alors, cette loi, justement, elle définit la diffamation comme des termes qui portent atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. C'est-à-dire que pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait des propos outrageants, un terme de mépris ou une invective qui renferme l'imputation d'un fait ou d'un comportement particulier. C'est-à-dire que il faut différencier la diffamation de l'injure. L'injure publique, c'est quand tu insultes quelqu'un, par exemple, sur les réseaux. On va me prendre moi comme exemple. Si, par exemple, quelqu'un dans les commentaires dit « Mais quelle idiote celle-là » en parlant de moi, ça, c'est de l'injure. Si on écrit mais quelle idiote celle-là, elle sait pas du tout de quoi elle parle, ça se voit que sur le droit d'auteur, elle comprend rien. Ça, c'est de la diffamation parce que on m'attache un terme méprisant dans un contexte particulier, sur un fait particulier, quand je parle du droit d'auteur. Et donc c'est ça la diffamation en fait. La diffamation, c'est pas juste avoir un terme injurieux, c'est vraiment le rapporter dans un contexte particulier, sur un fait particulier. Et alors juste pour vous, sans vous faire peur, hein, parce qu'il faut que je vous le dise, la diffamation publique, elle est donc punissable, c'est du pénal, elle est punissable par une amende de 12 000 €. Et quand la diffamation porte sur des motifs racistes, sexistes, homophobes ou à l'encontre de personnes handicapées, c'est punissable de 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc c'est ça la diffamation.
Alors, en général, quand vous faites un épisode sur une personne publique et que vous racontez son histoire et qu'elle s'estime diffamée, donc elle estime que ce que vous dites porte atteinte à son honneur et à sa considération, il va y avoir plusieurs étapes. Première étape, et ça, sans même que vous soyez au courant, elle va probablement faire un constat par un commissaire de justice. Un commissaire de justice, c'est le nouveau nom des huissiers de justice. Donc, elle va saisir un huissier, elle va lui dire faites un constat sur ce podcast, soit vous le téléchargez, soit vous faites retranscrire cet épisode. Et ça, ils le font pour se ménager une preuve de la diffamation au cas où l'épisode serait supprimé. Donc, quand vous faites un épisode pour lequel une personne s'estime diffamée, sans même que vous le sachiez, il y a un constat probablement qui sera fait sur votre podcast. Il sera soit téléchargé, soit retranscrit. Ensuite, la deuxième étape, la personne, elle va probablement vous demander un droit de réponse. Alors, le droit de réponse, c'est assez nouveau, ça date de 2004. C'est la personne qui vous contacte et qui demande de répondre tout simplement à ce que vous avez dit. Vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Le droit de réponse peut prendre plusieurs formes. Si la personne peut librement répondre à ce que vous avez dit, en général, c'est-à-dire dans les commentaires. Si vos commentaires sont ouverts, la personne a le droit de répondre ce qu'elle a envie de répondre, dans une certaine limite. Faut pas que non plus elle ait des propos injurieux, etc. Mais vous n'avez pas le droit de supprimer ce droit de réponse. Parce que c'est un droit de réponse, c'est le sentiment que la personne a sur ce que vous avez dit. Si il n'est pas possible de la personne de laisser un commentaire en direct sous votre podcast, là, elle va vous envoyer un recommandé avec en pièce jointe son droit de réponse. Et il faut faire hyper attention parce que ce recommandé, quand vous le recevez, vous avez 3 jours. Vous avez seulement 3 jours pour poster la réponse demandée par la personne. Alors là encore, il y a des règles. Par exemple, faut pas que la réponse fasse plus de 200 lignes. Il y a des éléments particuliers à apporter. Mais moi, en général, ma recommandation, quand vous faites un article que vous estimez potentiellement diffamant, ouvrez vos commentaires. Ouvrez vos commentaires, comme ça, vous n'avez pas à vous embêter avec des lettres recommandées qui arrivent et la pression de « mince, j'ai que 3 jours pour poster le droit de réponse ». Il y a une autre subtilité sur le droit de réponse qui est que il y a une sorte de, c'est pas dit comme ça, mais il y a une sorte de prescription, c'est-à-dire que la personne n'a que 3 mois pour vous demander ou pour exercer son droit de réponse. Donc on va y revenir, ce délai de 3 mois, il est hyper important parce que même pour les poursuites en diffamation, là pour le coup c'est les prescriptions. Moi ce que je recommande, c'est que vous faites votre épisode potentiellement un petit peu diffamant, vous n'en parlez pas pendant 3 mois. Vous ouvrez vos commentaires, mais vous n'en parlez pas, vous ne communiquez pas dessus pendant 3 mois minimum. Au bout du 3 mois, là, vous faites une communication, vous dites « Ah, au fait, si vous n'aviez pas déjà écouté cet épisode, il est toujours en ligne ici, vous pouvez l'écouter. » Et là, comme ça, vous êtes, on l'espère, passé sous les radars de la personne qui s'estimerait diffamée, et donc elle a plus de droit de réponse, elle peut plus répondre. Parce que les 3 mois sont passés, et en plus, elle peut plus vous attaquer en diffamation, parce que c'est aussi la période de prescription de la diffamation. Alors, la diffamation, on peut aussi s'en protéger, mais c'est quand même compliqué. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, mais j'ai fait un épisode qui atteint à la considération de la personne, mais après tout, c'était vrai. Tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Donc, la loi prévoit une exception de vérité. C'est-à-dire qu'on peut rapporter la preuve de ce qu'on dit est vrai pour ne pas être condamné en diffamation. Après, cette exception de vérité, elle est quand même assez rarement admise par les juges, par les tribunaux, parce que déjà, il y a une procédure assez complexe et très rapide à devoir respecter. Et en plus, on ne peut pas faire mention d'aspects de la vie personnelle de la personne. C'est-à-dire que là, typiquement, je digresse un peu, mais c'est le cas, par exemple, pour les femmes qui accusent de certaines personnes d'agression sexuelle. Tout de suite, après, elles se font attaquer en diffamation et elles peuvent pas bénéficier de l'exception de vérité parce que elles ne peuvent pas dévoiler d'aspects de la vie privée de la personne qu'elles accusent pour prouver qu'elles ont raison. Donc, l'exception de vérité, elle est quand même assez peu souvent admise. Et ensuite, il y a l'exception de bonne foi.
On peut prouver on peut éviter d'être condamné en diffamation si on prouve qu'on a fait notre épisode avec bonne foi. Mais pour ça, il y a 4 conditions cumulatives. C'est-à-dire qu'il faut prouver un but légitime dans les propos tenus. Le but légitime, ça peut être l'information du public, un aspect scientifique, pédagogique, peu importe. Ensuite, il faut une absence d'animosité personnelle. Il faut être prudent dans l'expression de ses propos. Et aussi, il faut pouvoir prouver d'une enquête préalable sérieuse permettant de s'assurer de la véracité des sources. Donc ça, c'est un moyen d'éviter de se faire condamner en diffamation, au-delà du laisser passer le délai de prescription. Maintenant, je vais ouvrir un autre sujet qui est la photo pour illustrer l'épisode. Ou l'illustration, etc. Donc c'est souvent le cas. Alors, soit on demande une photo à l'invité, donc ça, j'imagine que ça rentre dans la session de droit à l'image. Et donc, en nous envoyant une photo, on part du principe que c'est bon, mais est-ce que cette photo, comment on la mentionne dans la description de l'épisode, dans les crédits photos? Est-ce qu'il faut mentionner copyright, le nom de l'invité? Est-ce qu'il y a une mention spéciale? Et quand on n'a pas l'invité, quelles sont les photos qu'on est autorisé à mettre sur la vignette du podcast? Alors, pour les photos, si c'est l'invité qui t'envoie la photo et si c'est lui-même qui a pris la photo, tu peux effectivement, là, ça rentre dans la session du droit à l'image, dans la session de droit plus générale que tu as fait signer à ton invité, donc tu peux l'utiliser sans problème. Tu peux le créditer ou pas en fonction de ce que tu auras prévu dans la session de droit et de ce que ton invité te demandera. Donc, si l'invité ne le dit pas, j'ai pas besoin de le créditer dans les crédits photos de la description de l'épisode? C'est quand même mieux. Si dans ta session, il te dit « je te cède mon image et je te cède ces photos », non, t'as pas besoin. S'il te dit rien, ouais, vaut mieux le mettre. Donc, je mets copyright, le petit C dans son rond. Même pas, en photo. fait, tu mets image, D'accord. 2 points, et puis tu mets le nom de l'invité. Ok. Et si je n'ai pas l'autorisation de raconter son histoire ou voilà, qu'est-ce que je fais? J'utilise quelle photo? Alors, pour les personnages publics, il y a une tolérance. On peut utiliser les photos de personnes publiques à des fins d'illustration. C'est pas pour les personnes publiques, c'est pas tant le droit à l'image qui pose problème, c'est les droits d'auteur du photographe. Dans ce cas-là, faut absolument mettre le nom du photographe, le créditer, et normalement, il faut aussi que tu aies l'autorisation du photographe. Alors après, voilà, il y a l'adage pas vu, pas pris. Donc tant qu'on le voit pas, tu risques rien. Après, si le photographe s'aperçoit que tu utilises son œuvre entre guillemets, là, il peut te demander de supprimer la photo, ou alors il va te demander de lui payer un droit d'auteur. Alors, c'est pour ça qu'il y a quand même des sites. Moi, je suis allée par exemple sur Louane et Leila Bakhti, mes 2 dernières héroïnes. Je suis allée sur Creative Commons pour chercher des photos qui avaient été mises sur ce site, où je sais qu'il y a plusieurs sites. Alors après, c'est soit payant sur Creative Commons, c'est gratuit, mais il faut mentionner le photographe. Mais sinon, c'est effectivement plus simple. Si maintenant je fais un dessin de cette personnalité, comment ça se passe? Si tu fais un dessin, là, pour le coup, c'est les droits du dessinateur qu'il faudra payer. Faudra mentionner à partir de quelle personne tu dessines. Il faut mentionner aussi le nom du dessinateur et le payer si tu l'as payé et qu'il t'a fait une cession de droit. Alors là, je vais aller encore plus loin. Si je prends une photo de cette personnalité et que je la mets dans Midjourney pour avoir un visuel en mode Pixar, en mode manga, comment je fais? Alors, ça, c'est Midjourney, c'est un gros point gris en ce moment en droit de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est l'auteur d'une œuvre. Est-ce que c'est l'ordinateur? Mais bon, ça paraît un peu improbable parce qu'un ordinateur n'a pas de droit en soi. On ne voit pas comment il pourrait avoir un droit sur une œuvre. Est-ce que c'est les créateurs de Pixar? Parce que tu demandes expressément à ce que la photo soit reproduite dans un dessin avec le style de Pixar. Donc là, on pourrait penser que c'est les gens de Pixar qui sont propriétaires de ce que tu fais. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une œuvre collective, c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu propriétaire à part différente de l'œuvre? Là, c'est un point gris. Ce que moi, pour l'instant, vu que c'est pas très clair, moi, ce que je recommande, c'est justement d'éviter de demander à Midjourney
un dessin dans un style très particulier. Parce que c'est là que tu peux avoir le plus de problèmes, c'est là que justement tu vas reconnaître le style d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs particulier, et c'est là qu'on peut commencer à avoir des problèmes de confusion. C'est-à-dire que on pense que cette image-là, vu que c'est dans le même style, elle vient d'un tel auteur. En fait, non, ça vient de Midjourney, et là, l'auteur va te dire, vous avez utilisé mon droit moral, vous utilisez mon style sans mon autorisation, c'est une violation de droit d'auteur. Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Je n'ai pas connaissance pour l'instant, de procès en France, en tout cas, qui sont en cours. Aux États-Unis, il y a un énorme procès qui a été intenté, une action collective qui a été intentée contre Microsoft, OpenAI et je sais plus qui, justement pour leur dire qu'ils sont en totale violation des droits d'auteur avec les créations d'images par intelligence artificielle. Mais après, on peut dire in the style of cartoon. Et là, du coup, on est vachement plus large et ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, on peut partir d'une photo publique ou une photo de la personne. Et si, par exemple, c'est la photo d'une invitée, qu'est-ce que je dois et que j'ai envie de cartooniser? Est-ce que j'ai une obligation vis-à-vis d'elle? Ça fait partie aussi de la cession de droit. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un mix entre droit de la personnalité et encore une fois peut-être injure. C'est-à-dire que si la personne estime que la photo, le dessin que tu as fait en mode cartoon la représente de manière indigne ou déconsidérée ou quoi que ce soit, là, elle peut venir te voir en disant non, moi, je suis pas du tout d'accord à l'idée que mon image soit associée à ce genre d'image. Donc, elle va te demander soit de la retirer, soit des dommages d'intérêt. Et si, par contre, dans la cession de droit, tu dis « je vais faire une image de vous type cartoon » et qu'elle dit « ok », là, c'est bon. Le mieux, c'est encore de prévoir « je vous la fais valider » et quand c'est validé, je l'utilise comme illustration. Ça, on n'en a pas parlé sur la partie modification ou est-ce qu'on est tenu, quand on est podcasteur, de faire valider le contenu? Par exemple, sur un format interview, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'il y a une obligation de faire valider le contenu de l'épisode avant publication? Non, tu n'es pas obligé de le faire valider. Après, si tu ne le fais pas et que tu fais un montage un petit peu qui peut prêter à confusion sur la teneur des propos tenus ou tu fais un montage qui plaît pas à l'invité, là pour le coup pourra venir te voir en diffamation ou autre, en atteinte au droit de la personnalité, en te disant moi c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, vous avez totalement déformé mes propos. Donc t'es pas tenu de faire valider. En revanche, si tu le fais pas valider et que la personne n'est pas à l'aise avec ce qu'elle a dit ou qu'elle trouve que le montage ne la met pas en valeur, là, elle pourra venir te voir pour te demander de rectifier. Après, à toi de rectifier ou pas en fonction du risque juridique que t'estimes. Mais normalement, t'as pas besoin de faire valider. Moi, par exemple, mais ça, c'est parce que c'est ma ligne éditoriale et c'est parce que c'est la relation que je veux construire avec mes invités. J'envoie toujours l'interview au moins 2 semaines avant la publication. Des fois, elles l'écoutent, des fois, elles l'écoutent pas, juste pour m'assurer que tout va bien, qu'elles sont pas mal à l'aise avec quelque chose qu'elles auraient pu dire et dont elles se rappellent plus. Et il y a même 2 fois, j'ai interviewé 2 femmes militaires, une dans la marine, une dans l'armée de l'air. Et là, elles m'ont demandé spécifiquement est-ce que l'armée revoit les interviews, ce que j'ai fait. J'étais pas obligée, mais je l'ai fait. Et voilà, juste pour que les invités soient plus sereines. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, préférez faire signer un contrat de cession de droit d'auteur à votre invité sur toutes les catégories. À vous d'évaluer le risque si vous ne le faites pas. Petit B, pour les photos données par l'invité, précisez juste dans votre description d'épisode image, 2 points et le nom de l'invité. Si vous n'avez pas les droits, si c'est une personnalité publique, vous pouvez utiliser une photo prise sur le net en précisant le nom du photographe. Vous pouvez aller sur Creative Commons, il y a un fort choix. Petit C, pour Midjourney, évitez juste d'utiliser les fils de style Pixar ou Marvel. Style cartoon, ça va très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email.
cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai pas de